Trintignant, Jean-Louis Xavier, né le 11 décembre 1930 à Piolinc-Vaucluse. Artiste dramatique. Jean-Louis, c'est un mystère pour moi, c'est un vrai mystère. C'est un type qui vous donne du fil à retordre, c'est un type qui vous donne des pistes et puis qui vous en enlève. Il n'aime pas qu'on le cerne, il n'aime pas qu'on sache qui il est. Bon père, bon mari, bon pied, bon œil. Bon œil pas terrible. C'est un personnage qui est particulièrement ambigu, complexe. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à percer. Il est très secret. Casier judiciaire vierge, malgré les apparences. On ne sait pas trop ce qu'il pense, quelle est la face cachée qu'il y a derrière ce sourire. Il a un sourire qui peut être à la fois extrêmement charmant, mais un peu terrifiant aussi. Cette part de mystère, elle lui correspond tellement. Et c'est ce qu'aiment les gens qu'il rencontre. Moi, je lui disais, tu es un monstre, mais tu es tellement gentil. Il peut être d'une chaleur, mais débordante. Et puis, il peut être d'une froideur déconcertante. C'est quelqu'un d'insaisissable. Je veux cultiver les extrêmes. C'est-à-dire qu'il faut être en même temps bon et méchant, généreux et sordide. Il faut étendre le plus possible ses propres sentiments, sa personnalité. C'est un mystère à lui seul, et les Français aiment les mystères. Ces personnages énigmatiques qui ne livrent qu'une partie de leur vérité. Alors qui êtes-vous, monsieur Trintignant? Cet acteur discret, parfois distant, et ce n'est pas un reproche, acteur également déterminé qui, au cours de cette longue carrière, a toujours été happé par l'amour du jeu et des textes. On vous a vu jeune premier, romantique, rivalisant avec Belmondo et Delon, mais aussi sombre et cynique. On avait cru que vous aviez définitivement tourné la page du cinéma, et puis vous êtes revenu à Cannes avec à la clé Les Honneurs pour Amour. Il y a ce lien essentiel avec la scène et le cinéma, et puis cette vie tumultueuse, parcourue de drames, de blessures infinies, la mort, mais aussi une vie d'amour sauvée par la poésie. C'est cette histoire, ces chapitres que nous allons découvrir ensemble. Et pour commencer, nous allons tout d'abord revenir à un premier épisode marquant en 1956. Jean-Louis Trintignant a 25 ans, il joue surtout au théâtre et il s'apprête à faire une rencontre déterminante pour sa carrière et pour sa vie. Pour son premier long métrage, le jeune réalisateur Roger Vadim n'a pas les moyens de s'offrir de grandes stars. Il est donc à la recherche de jeunes premiers. Je lui ai présenté Trintignant qui avait joué ma pièce. Et il a trouvé qu'il était le personnage de Dieu créa la femme. Intrigué et séduit par le scénario, Jean-Louis Trintignant accepte la proposition. Le réalisateur lui présente alors son épouse, celle qui doit incarner l'héroïne de son film. Elle a 21 ans et elle s'appelle Brigitte. Brigitte Bardot n'était pas contente d'avoir Jean-Louis Trintignant quand on lui a présenté, parce qu'elle trouvait qu'il était petit et il n'était pas du tout à son goût. Elle est très déçue parce qu'au fond, elle rencontre ce garçon qui lui paraît bien ordinaire, assez banal, qui parle peu. Et je crois que son terme, c'est elle le trouve très tarte. De son côté, le comédien n'est pas plus attiré par Brigitte Bardot, qu'il trouve très superficielle. Dès lors, comment ces deux personnalités qui doivent incarner un couple amoureux à l'écran vont-elles jouer ensemble? En mai 1956, le tournage de Et Dieu créa la femme est lancé dans le port de Saint-Tropez. Sur le plateau, il règne une certaine appréhension. Juliette! Juliette! Veux-tu être ma femme? Non. Je suis sûr que je saurais te rendre heureuse. Non, faut pas. De quoi as-tu peur? De moi. Mais t'es pas plus mauvaise qu'une autre. Au contraire. Tu me connais pas. La jeune femme incarnée par Brigitte Bardot résiste un temps au personnage de Jean-Louis Trintignant. Mais hors champ, c'est un autre scénario qui se joue.
Les comédiens apprennent à se connaître et revoient peu à peu leur premier jugement. Finalement, il découvre que cette jeune actrice se révèle être beaucoup plus intelligente et beaucoup plus séduisante qu'il ne l'avait imaginé. Et il y a, je pense, un vrai coup de foudre, qui n'est pas seulement les histoires un peu d'amour qui peuvent se passer sur les plateaux de tournage, qui est un vrai coup de foudre amoureux. Et il a quelque chose qui est un mystère qu'on veut connaître, et les femmes ont envie de le serrer dans leurs bras, c'est sûr. Elle l'a sûrement séduit aussi. Elle était séduisante. Bardot, c'était tout le monde la désirait. Qui aurait résisté? Celui qui vit difficilement la situation qu'il a lui-même provoquée, c'est bien sûr Roger Vadim, le réalisateur et le mari de Brigitte Bardot. Il voit qu'elle ne fait pas que jouer. Les scènes d'amour, les baisers, il voit bien que c'est pour de vrai. Hein. C'est plus du baiser de cinéma seulement. Et Jean-Louis Trintignant va aller plus loin, en demandant à sa partenaire de quitter son mari en plein tournage. Trintignant a cette apparence d'homme très effacé, assez ordinaire, et en fait révèle au fond de lui-même quelqu'un de très déterminé. Ce qui aurait pu apparaître comme un jeu amoureux est bien une histoire sérieuse. De retour à Paris, Jean-Louis Trintignant se sépare lui aussi de son épouse. Il s'installe avec Brigitte Bardot dans un appartement du 16e arrondissement. Il commence une vie de couple, mais une vie de couple qui va immédiatement devenir compliquée par leur vie respective, celle de Brigitte Bardot, évidemment, qui doit partir tourner d'autres films, donc éloignement, et Jean-Louis Trintignant, qui lui est appelé sous les drapeaux. Le comédien a repoussé sa date d'incorporation, mais en août 1956, il n'y a plus de sursis possible. Non, mais c'est terrible quand même, ça. On devrait être exempté quand on est avec une fille trop désirable, quoi. C'est injuste. Vous arrivez à l'armée avec des mecs de 20 ans, vous en avez 27. C'est pas très intéressant parce que vous avez dépassé déjà ce qu'on peut supporter. Vous comprenez? C'est un moment très très dur. L'uniforme, c'est pas son truc, l'autorité, c'est pas son truc non plus. Même du tout. Quelques mois après son incorporation, la sortie du film « Et Dieu créa la femme » est entourée d'un parfum de scandale. Jean-Louis Trintignant mesure combien la femme qu'il aime suscite le désir. Brigitte devient la plus grande star française qu'on ait jamais connue. Pour elle, c'est le film qui permet tout. Et Vadim créa Bardot. Ça devient un phénomène, c'est une déflagration. On ouvre les barrières, on abandonne un peu certaines pudeurs et vive l'amour, quoi. C'était ça, quand même. La connaissance de sa liaison avec l'actrice ne tarde pas à provoquer des réactions dans la caserne de Vincennes. Les mecs sont jaloux, ils lui tapent dessus. Ça aussi, ça forge un homme, cette jalousie qui n'a pas de sens. Alors ça rend pas complètement misanthrope, mais ça fait prendre un peu de recul, quoi. En décembre 1956, le couple échappe à la folie médiatique, le temps d'une permission. Une parenthèse heureuse à Cassis. Trintignant lui fait découvrir la poésie, lui fait découvrir la musique classique, lui ouvre au fond des perspectives intellectuelles et culturelles qu'elle ne connaissait pas, et ça la fascine beaucoup. Elle dit même que c'est peut-être son histoire d'amour la plus passionnée, la plus parfaite. C'était un peu un compagnon idéal. Ce moment d'intimité sera de courte durée, car la vie d'appelé reprend ses droits. Les mois de service militaire s'éternisent. En octobre 1957, Jean-Louis Trintignant est affecté en Allemagne. Brigitte Bardot, elle, vit mal cette séparation forcée
Elle sollicite alors un haut gradé. Elle tombe sur un chef qui lui promet effectivement de faire revenir Trintignant à Paris si elle se montre compréhensive avec lui. Et alors là, Brigitte va refuser et donc, voilà, elle échoue en tous les cas à pouvoir faire revenir Jean-Louis près d'elle. Et du coup, elle est très inquiète parce que le général, furieux qu'elle refuse ses avances, promet de l'envoyer du coup en Algérie. Le jeune appelé échappera toutefois à l'Algérie. Et contre toute attente, il revient finalement dans un régiment basé à Paris en février 1958. Ce retour signe les retrouvailles avec Brigitte Bardot. Mais un soir, alors qu'il rentre par surprise à leur domicile, il tombe nez à nez avec Gilbert Bécaud, pas tellement habillé, enfin montrant qu'il est vraiment chez lui, quoi. Hein. Alors, le mec lui dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et Jean-Louis, avec son humour habituel, fait « Faites-moi un chèque. » Et le mec dit « Combien ? 1 million. » À l'époque, c'était beaucoup quand même. Je lui file le chèque et je lui dis « Mais qu'est-ce que t'as fait de ce chèque ?» Il me dit « Je l'ai jeté, c'était juste pour accuser le coup parce que je savais pas quoi faire. » Mais c'est toujours dur quand une histoire finit, voilà, toute une belle histoire, c'est un conte de fées aussi. Il a eu un vrai chagrin, là, quand même. Lui, il ne l'a pas aimé parce qu'elle était Brigitte Bardot, il l'a aimé parce qu'il l'a aimé. Un amour qui lui échappe, des obligations militaires qui mettent un coup de frein à sa carrière. Jean-Louis Trintignant traverse une période pleine de doutes. Jusqu'à cette soirée de 1958, au cours de laquelle il a prévu d'assister à un spectacle. J'étais avec des amis, lui aussi. Moi, ça me barbait un peu d'aller. On était trop nombreux, et lui aussi. Alors, on est allés dîner tous les deux. Il était timide. Il parlait pas beaucoup. Et ça, je trouvais ça bien. Une histoire débute avec Nadine, cette jeune femme qui travaille dans le milieu du cinéma. Et peu de temps après, le garçon timide et séduisant va faire preuve d'audace. Un jour, je suis rentrée du studio, j'étais monteuse, moi. Et dans l'armoire, il y avait les affaires de Jean-Louis. Je lui dis, mais il y a tes affaires. Il ne m'avait pas demandé mon avis. Et il me dit cette jolie phrase, on verra bien, on fait un petit bout de chemin ensemble, on verra si c'est un grand bout ou un petit bout. Et ça m'a rassurée, c'était joli. À la fin de l'année 1958, libéré de ses obligations militaires, Jean-Louis renoue avec son métier de comédien, encouragé par Nadine. Et le bout de chemin qu'il promettait à sa compagne se prolonge, comme en témoignent ces images d'un séjour dans le sud de la France, à l'été 1961. C'était des vacances très joyeuses. On était sur la plage et Jean-Louis me dit ce qui serait bien, c'est que maintenant on est un enfant. Ça, c'était le cadeau du ciel, quoi. Parce que je lui ai dit, eh ben d'accord, on en a un et ça prendra même pas 9 mois, ça va en prendre 7 ou 8. Avec cette phrase sibylline, Nadine vient d'annoncer à l'homme qui partage sa vie qu'elle est déjà enceinte. Le 21 janvier 1962, le couple Trintignant accueille son premier enfant, prénommé Marie. En ce début des années 60, le bonheur familial de Jean-Louis Trintignant se conjugue avec une ascension professionnelle. Il est désormais un visage reconnu qui enchaîne les films et s'affirme comme une valeur montante du cinéma en France et en Italie. En décembre 1965, c'est en Normandie qu'il a rendez-vous pour un nouveau long métrage, direction Deauville. Ça va, c'est bon, je la tire, on tire tout. Un homme et une femme, c'est le titre du film que tourne Claude Lelouch, avec un budget très serré. C'était 10 personnes, voilà, donc c'était
plus une équipe de films d'amateurs que de films professionnels. On était tous polyvalents. On poussait le travelling, on faisait le branchement électrique, on s'occupait du maquillage, des costumes. Cette fois, Jean-Louis Trintignant n'est plus un jeune premier. C'est lui qui donne sa chance à un réalisateur auquel plus personne ne croit. Je sortais de 6 films qui n'avaient pas marché, mais faire confiance à un inconnu qui sort de si vide, il faut vraiment faire preuve d'un certain courage. C'était risqué, mais Jean-Louis a passé sa vie à prendre des risques. Il aimait l'aventure de rencontrer quelqu'un avec qui il allait tourner d'une façon différente. Bon, alors maintenant, on laisse la voiture ici, on va me chercher Simone. On met la caméra ici au 25, non, 25 250, le zoom. Retrouver de la spontanéité, c'est avec cette idée permanente en tête que le réalisateur dirige Jean-Louis Trintignant et sa partenaire, Anouk Aimée. Je leur raconte le film au fur et à mesure de l'avancée du tournage. J'ai envie qu'ils avancent dans le film comme on avance dans la vie, c'est-à-dire avec une incertitude, un suspense. Pendant tout ce film, je leur ai dit, je veux filmer un homme et une femme, pas un acteur et une actrice. Un homme et une femme, c'est l'histoire de 2 jeunes veufs qui se rencontrent sur la plage de Deauville et tombent progressivement amoureux. Alors, la séquence qu'on va faire tout de suite, c'est la première fois où on te voit avec Anouk après que ce baiser ait été échangé. Donc, tous les rapports vont être différents maintenant, tu vois. Il y a une chose assez sérieuse qui flotte, une sorte de climat complètement différent. Hein? Le cinéma de Lelouch, il est fait de surprises. Je pense qu'effectivement, le maître mot, c'est Lelouch cherche à surprendre son spectateur. Or, pour surprendre son spectateur, il doit d'abord surprendre ses acteurs. Autant Anouk s'est méfié de moi au départ, et autant Jean-Louis, lui, était dans la confiance totale. Il était à 100% dans chaque scène. Il y a une excitation que Lelouch sait provoquer. Jean-Louis était très heureux pendant le tournage. Il est direct. Le change à Évreux. Anne. Pourquoi m'avez-vous dit que votre mari était mort? Il est mort. Pas encore pour moi. Dans cette scène, les 2 personnages viennent de rompre. Le film est censé se terminer sur des plans d'Anouk Aimée rentrant seule à Paris. Comme on n'a pas d'argent, j'ai pas loué de train à la SNCF, j'ai mis Anouk dans un vrai train. Elle débarque à Paris dans une vraie gare, avec de vrais voyageurs. Elle croyait qu'elle allait tourner le plan d'une femme seule. L'actrice ne se doute pas que le réalisateur a prévu une autre fin. En fait, Jean-Louis Trintignant l'attend sur le quai de la gare Saint-Lazare, à Paris. Et Anouk, quand elle voit Jean-Louis, elle a cet étonnement extraordinaire qui a fait le tour du monde, qui dure 1 seconde, mais cette seconde, c'était formidable de la protéger. D'un seul coup, c'est plus du cinéma, c'est la vie. Cette scène, elle est magique. C'est le génie de Lelouch, ben voilà, c'est là. C'est de dire à Anouk Aimée, t'es seule, il n'est pas là, t'es malheureuse. Et ne pas lui dire qu'il va arriver pour jouer la mauvaise comédie. Pour avoir une chance d'être sélectionné au Festival de Cannes, le film est monté en un temps record. 3 semaines au total. Une projection privée est ensuite organisée avec l'équipe du film. Jean-Louis Trintignant et son épouse y assistent. Quand on est sorti, bon, on était fous de joie. On s'est dit, ça va marcher énorme. Il est sorti bouleversé et il m'a dit, tu vas voir ce qui va se passer avec ce film. Il va sauter tous les obstacles. Cette intuition va se confirmer. Un homme et une femme est retenu à Cannes, où il est présenté pour la première fois aux journalistes. Claude Lelouch se montre nerveux. Tu vas pas rester pour la production maintenant? Je vais juger un petit peu la réaction des mecs quand même. Moi aussi, mais alors voilà ce que je te propose. On se retrouve au bistrot à côté là. D'accord, au bistrot à côté. On sort, on rentre, on sort, on rentre. Alors que le réalisateur fait les 100 pas à l'extérieur,
Jean-Louis Trintignant est présent dans la salle au moment où un incident se produit, dans les dernières minutes du film. Il y a un violent orage qui a éclaté dans la région et qui fait sauter la projection. Et j'ai dit, bon ben voilà, c'est foutu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les dieux du cinéma sont contre nous? Y a rien, on ne peut rien faire de pire à un metteur en scène que d'arrêter son film au moment où l'émotion est intense. La projection reprendra finalement jusqu'au bout. À la sortie, Claude Lelouch presse Jean-Louis Trintignant de lui raconter les premières réactions des journalistes. Est-ce que les gens se sont levés là-haut? Non, personne n'a bougé. Personne n'a bougé, non. Ça a été coupé, t'as une coupure. Non, j'arrive juste. Je suis arrivé à la fin. Vous étiez pendant la panne? Oui. C'est ça qui... J'ai cru mourir. Je te dis que Oui, Jean-Louis, oui, on a vu les journalistes déjà qui sont sautés au cou de Jean-Louis tout à l'heure encore en disant ne fais pas de soucis, c'est formidable, c'est le genre de... Mais c'est fou. C'est Mario Brun, c'est le gars qui vient de faire 20 festivals, t'as pas à te faire de soucis, ça a très bien marché. Mais très bien marché. Tu n'as pas vu le silence de mort dans la salle, jamais on a vu ça. Mais vraiment, ça a très bien marché. Te fais pas de bulle. Allez, détends-toi, monte allongé 1 heure. Bon, les premiers échos arrivaient et les gens nous disaient t'inquiète pas, ils sont comme des fous. J'entends des choses incroyables. Voilà, donc cette projection qui aurait pu être le suicide du film s'est révélée sa vraie naissance. Quelques jours plus tard, le palmarès du 20e Festival de Cannes est proclamé. Un homme et une femme décrochent la plus haute récompense, la première d'une longue série. On a fait le grand chelem, comme on dit, puisqu'on a eu la Palme d'Or, 2 Oscars, les Golden Globes et 39 récompenses internationales. Il y avait une sorte de succès qu'on ne pouvait plus contrôler. Nous-mêmes, on était dépassés. Et Jean-Louis avait prédit ce succès. Et je dirais qu'un homme et une femme lui doivent beaucoup. Comparé à Delon et Belmondo, qu'est-ce que c'est la vraie différence de Trintignant? C'est la fêlure interne. C'est-à-dire qu'on ne la sent pas chez Delon et Belmondo. Le spectateur, et notamment le spectateur masculin, c'est important, peut se dire bon, bah moi, je suis un peu un Trintignant, quoi. Avant, un homme et une femme, il était toujours ou trop jeune, ou trop vieux, ou trop... ça allait jamais. Après, un homme et une femme, ça allait de toute façon. Il m'a dit un jour, je peux avoir de 14 à 70 ans, ça ira. L'acteur accède en quelques mois à une notoriété qui, étrangement, semble le gêner. Voilà le paradoxe d'un homme discret, ayant choisi un métier d'image. C'est sans doute la raison qui le pousse à se choisir un refuge, loin de Paris, loin du tumulte. Au cours de l'été 1966, il débarque avec sa famille sur une petite île bretonne. Jean-Louis est quelqu'un de profond et n'avait pas envie de tout ce qui entoure le cinéma qui peut être superficiel. Et à Belle-Île, on voyait carrément personne. C'est sûr qu'à Paris, on doit facilement l'arrêter dans la rue, l'inviter à droite à gauche, alors que là, au moins, personne ne l'emmerde. C'est un solitaire, il a son clan, et pas plus. De manière surprenante, Jean-Louis Trintignant a accepté la présence d'une caméra dans cet endroit qu'il a choisi à l'abri de regards. Ce tournage, bon, il se forçait un peu à le faire malgré tout. C'était pas sa tasse de thé, quoi, de se trimballer une équipe partout comme ça. Mais il le fait quand même. C'est ça qu'il est toujours comme ça. Un peu réticent, mais malgré tout, il joue le jeu et c'est quand même un pro. Donc, il sait très bien qu'il faut faire un certain nombre de choses. Est-ce que vous considérez que acteur, c'est un métier? Ah oui, c'est un métier très honorable, enfin, qui a une dignité, je trouve. Ça dépend si on est acteur pour se faire photographier, enfin, c'est humiliant, c'est imbécile. Vous n'avez jamais joué des personnages forts, qui crèvent l'écran? Oui, parce que je suis pas ça, je sais quand même mes limites et je sais que je peux pas jouer un personnage comme ça, un héros, enfin.
parce que je suis pas ça du tout. Je suis pas un personnage fort ni brillant. Et je peux avoir d'autres qualités, enfin, qui sont plus discrètes, plus complexes. Mais c'est certain que j'ai jamais joué de personnage fort et que j'en jouerai jamais. Il y a toujours chez lui une grande modestie, mais en même temps avec une grande fierté, un grand orgueil, quoi. Et les modestes sont toujours, c'est une sorte d'orgueil caché, la modestie un peu, quoi. Et donc chez lui, ça se joue à plein. Et en plus, on ne sait jamais trop s'il se moque un peu de nous ou pas, quoi. Donc, et il fait passer beaucoup de choses avec ça, quoi. C'est qu'il peut dire une chose et son contraire. Et ça passe. Mais c'est comme ça qu'on est un grand acteur, hein. Pourquoi venir acheter une maison dans une île en Bretagne? Parce qu'une île, c'est quand même un endroit très difficile pour y venir et c'est un endroit qui va rester très longtemps calme, solitaire. Et ici, qu'est-ce que vous aimez? Les mouettes, la mer, les falaises. Ça représente les choses simples et belles et naturelles de la vie. Quand il dit qu'une île, c'est solitaire, c'est inaccessible, c'est calme, c'est naturel, c'est complètement sa définition de ce qu'il pense être. Il a ce côté un peu d'être là et de ne pas être là, d'être un peu à distance, il a toujours ce sourire ironique qui le met à distance, et Belle-Île est une mise à distance objective. Cette ambivalence, ce caractère insaisissable, cette manière de brouiller les pistes, c'est dans son enfance que l'on peut y retrouver les racines. Tout s'est noué dans cette maison de Pont-Saint-Esprit dans le Gard, où vit la famille Trintignant. Sur ce cliché de 1934, Jean-Louis a 4 ans. Le regard baissé, les cheveux longs, il pose dans les bras de sa mère Claire, une femme exubérante qui a fait de lui son préféré, malgré une déception à la naissance. Elle voulait une fille, hein. Et lui, c'était pas une fille, hein. Pratiquement jusqu'à ce qu'il aille à l'école primaire. Je faisais des boucles, l'habillais avec presque des jupes, enfin en fille. Donc est-ce que déjà, indirectement, ça a marqué un petit peu Jean-Louis? Ça vous met, je pense, instinctivement à l'écart et peut vous replier sur vous-même. En grandissant, il restera cet enfant solitaire et grave. Un comportement accentué par un événement lié à la guerre. Au début de l'année 1943, alors qu'il est âgé de 12 ans, la ville de Pont-Saint-Esprit est occupée par les Allemands et les Italiens. Son père, Raoul, chef d'entreprise, s'est engagé dans des activités clandestines. Raoul était un chef de réseau résistant. Il organisait tout un réseau de résistance et qui, je crois, faisait pas mal de dégâts. Pour protéger sa famille, le résistant se cache. Il ne rentre que rarement, comme ce matin de mars 1943, où des soldats allemands bien renseignés se présentent chez lui. Il était venu chercher à manger, ils sont arrivés, il est parti par la fenêtre de la cuisine et ils ont arrêté sa mère. Quand on rentrait à la citadelle, c'était mauvais, hein. Ceux qui rentraient, ils rigolaient pas, hein. Incarcérée, Claire Trintignant noue une idylle avec un officier italien, ce qui permet sa remise en liberté quelques jours plus tard. Mais la relation se poursuit. En août 1944, à la Libération, Raoul Trintignant apprend l'existence de la relation de son épouse en rentrant chez lui. Il a reproché à Jean-Louis d'avoir été lâche. Il lui a dit « tu m'as trahi ». Et Jean-Louis, quand il m'a connu, pensait encore qu'il était lâche. C'était toujours en lui. Pour fuir cette atmosphère pesante, Jean-Louis passe de longues heures plongé dans les livres, à se raconter des histoires. C'était un rêveur. Ça, on voyait que c'était un rêveur. Il partait, je ne sais pas où il partait. Il n'était pas comme les autres enfants. On ne le voyait pas joyeux. On ne le voyait pas joyeux. Il lui venait souvent dans la tête des idées noires de suicide, de se rapprocher de la mort. Il doit y avoir dans lui une sorte de fibre un petit peu mélancolique, si ce n'est un petit peu dépressive.
Après cet épisode douloureux de l'adolescence, Jean-Louis Trintignant va s'éloigner du domicile familial. Il devient pensionnaire à Avignon et une fois son bac en poche, il fait un rapide passage en droit, puis tente sa chance au théâtre à Paris. Mais c'est au cinéma qu'il gagnera finalement ses galons d'acteur, avec, aux yeux du public, une image de héros romantique qu'il aimerait dépasser, car il est également engagé. Reste maintenant à trouver le rôle. Une occasion va alors se présenter à lui en 1967. Nous retrouvons l'actualité internationale avec la situation politique en Grèce. Là-bas, le nouveau régime militaire s'est solidement installé au pouvoir, s'organise et étend son emprise à tout le pays. D'ailleurs, Quelques mois après le coup d'État en Grèce, Jean-Louis Trintignant reçoit le scénario du réalisateur Costa Gavras. Il a écrit un polar politique, inspiré par la brutalité du régime des colonels. Le film s'appelle Z. En deux mots, c'est qu'un député de gauche est assassiné et un juge d'instruction prend l'affaire et finalement il finit par accuser des officiers qui ont été ceux qui ont organisé l'assassinat. C'est un journaliste qui va appuyer l'enquête de ce juge. Le réalisateur pense à Jean-Louis Trintignant et à Jacques Perrin pour ces deux rôles, mais il a du mal à les attribuer. Et Costa nous dit, écoutez, il y a ces deux personnages, vous les distribuez vous-même, vous choisissez. Je vois Jean-Louis et je lui dis, mais choisis, écoute, fais ce que tu veux. Oh non, écoute, choisis, qu'est-ce que il te plaît? C'est pas le journaliste. Bon non, eh ben alors, c'est le juge. Bah oui, bah écoute, tu fais le juge, voilà, très bien. Et donc c'est comme ça que la distribution de Z s'est faite pour ces deux personnages. En acceptant le rôle du juge, qui va faire éclater la vérité, l'acteur franchit une nouvelle étape dans sa carrière. Celui qui s'était juré de ne pas jouer de personnage fort quelque temps plus tôt, trouve là un moyen d'affirmer ses convictions. Je suis ravi parce qu'on a très peu l'occasion de faire notre métier en faisant quand même un engagement politique. Et je pense que le métier du comédien doit être... certains comédiens disent qu'il ne faut absolument pas faire de politique. Moi, je dis au contraire, il faut faire de la politique. Le drame, c'est qu'on ne fait pas de film politique. On en fait très peu. Moi, je suis ravi de m'engager dans un film politique. Même si cela doit avoir des conséquences pour votre carrière. Oh, je ne vois pas quelles conséquences ça pourrait avoir, mais même si ça devait en avoir, je pense, oui, absolument. Lorsque le tournage débute, la question qui préoccupe l'acteur est de savoir comment faire exister ce petit juge très effacé. Il n'a que 6 jours de présence sur le plateau pour convaincre. Je lui ai demandé de mettre des lunettes fumées où on voit ses yeux, mais pas complètement, pour ne pas sentir ses sentiments. Un accessoire comme cela, c'est un masque pour un acteur. Ça le place déjà dans son rôle. Au fond, il a un petit look de fonctionnaire de la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'on sent qu'il va noter les trucs et puis il va les recracher. Je voulais que les spectateurs se demandent tout le temps qu'est-ce qu'il va faire ces juges. Tenez, asseyez-vous, je vous en prie. C'est lui maintenant le patron, c'est officiel. Il faut donc lui transmettre le dossier constitué par vos premières investigations et ensuite prendre ses directives. Et monsieur le substitut suivra l'affaire à ma place. Les hommes du colonel ont fait leurs premières enquêtes. Quand puis-je interroger le deuxième coupable? Mais quand vous voudrez. Mais il semble qu'il dormait à l'arrière du triporteur, assommé par l'alcool, ce qui le mettrait hors de cause si c'est vérifié. Et leur emploi du temps, avant? Sans bouger, rien qu'à la force de sa voix, de ses intonations, de son regard, il sort de lui une détermination, une profondeur. Il crève l'écran. Il crève l'écran dans un rôle où il est en petit costume avec des petites lunettes noires où il ne devrait pas crever l'écran et pourtant, il y arrive. Sa force, c'est ça, d'arriver à faire rien et d'attirer peu à peu l'attention parce qu'il ne fait rien. Progressivement, Jean-Louis Trintignant donne à son personnage de l'épaisseur, de l'autorité. Et au terme de son enquête, il va s'affranchir du pouvoir en place et faire tomber tous les militaires impliqués dans cet assassinat. Dites-moi, lorsque la victime a été renversée, est-ce que sa tête a pu heurter le bord du trottoir? Pas du tout, ça s'est passé presque au milieu de la chaussée. Vous en êtes certain? Tout à fait certain. Mais pourquoi toutes ces questions, si vous permettez? Vous parliez d'un fait nouveau. Selon les résultats de l'autopsie, il serait mort des suites d'un coup de matraque. On s'aperçoit que c'est le juge qui a le plus de pouvoir, par sa simplicité. C'est qu'il détruit complètement
les hommes d'en face. Il est une espèce de bête qui va mordre et qui ne va rien lâcher, quoi. Le côté implacable, quand il envoie tout le monde en tôle, ça l'excitait beaucoup à faire. Vous êtes inculpé d'homicide volontaire avec préméditation et abus de pouvoir. Il est arrivé à incarner ce juge d'une telle manière qu'on ne peut pas l'imaginer autrement. On croit que c'est lui. Quelques mois après la fin du tournage, Z est sélectionné au Festival de Cannes en 1969. Prix d'interprétation masculine. Après 15 jours de compétition, le jury délivre son palmarès. Jean-Louis Trintignant dans Z. Là aussi, des applaudissements unanimes, car la performance de Trintignant, il l'a multiplié d'ailleurs, il était présent sur plusieurs films dans ce festival, la performance de Trintignant dans Z. C'est un fleuron à Trintignant, mais aussi au film. Il est absent. Quand Visconti a dit prix d'interprétation Jean-Louis Trintignant, Jean-Louis s'est levé. C'est dans son salon à Paris que l'acteur vient de vivre l'annonce de cette récompense. C'était youpi, hein. Qu'est-ce qu'on était contents. On a eu tous sur les joies quand même. Hein, Mais ça, c'est Jean-Louis, quoi. Il n'était pas à Cannes. Il m'a dit, je suis bien dans le film, je suis très content de ce que j'ai fait, je suis très content d'avoir le prix, mais celui qui méritait le prix, c'était Costa. C'est un homme qui ne se laisse pas emporter par l'espèce de frénésie, d'ivresse du succès et autres. Il est toujours les deux pieds à terre, tranquille. Son équilibre, le comédien le trouve dans la famille qu'il a fondée et qui vient de s'agrandir. Au début de l'année 1969, Nadine Trintignant a donné naissance à une seconde fille, prénommée Pauline. C'est avec son épouse et leurs 2 enfants qu'il s'envole alors pour tourner un film en Italie. Son titre, Le Conformiste. Il part en famille, puisque le tournage va durer de longs mois, que tout le monde s'installe à Rome. Le matin du 29 octobre 1969, Jean-Louis Trintignant s'apprête à partir pour une journée de tournage lorsqu'il est alerté par un cri. La nourrice des enfants vient de trouver Pauline, inanimée dans son berceau. Elle aurait eu une attaque du nourrisson, c'est-à-dire qu'elle a, au lieu de régurgiter le lait, elle l'a avalé dans les poumons et elle s'est étouffée. Affolés, les parents descendent dans la rue avec leur bébé pour chercher de l'aide. Une voiture nous a vus, s'est arrêtée sans qu'on fasse signe, bien sûr. Il nous a emmenés à l'hôpital San Giovanni et en klaxonnant sans arrêt, et toutes les voitures s'arrêtaient. Je me disais, on va arriver trop tard. La voiture parvient à se frayer un chemin dans les rues de Rome, jusqu'à l'hôpital. Mais comme le pressentait la mère de l'enfant, il est déjà trop tard. Après l'annonce de la nouvelle, le couple, terrassé par le chagrin, se réfugie chez une amie. Et Nadine et Jean-Louis, c'était dans un état, c'était terrible, quoi. C'était horrible, quoi. C'était horrible. À cette douleur vient s'ajouter celle d'être traqué dans leur malheur. Les paparazzis, ils sont obsédés, ils grimpaient sur les arbres, enfin bon, c'était ridicule. C'est des vautours, quoi. Là, ils ont été vraiment harcelés, ça a été terrible. Je vais vous dire, quand on est déchiré, les paparazzis peuvent bien faire ce qu'ils veulent, les gens dire ce qu'ils veulent, les journaux dire ce qu'ils veulent, on se fiche de tout. Ils avaient perdu l'insouciance, quoi. Nadine, elle dit ça. On marche les plaies ouvertes, hein, c'est un peu ça, quoi. Ils marchaient les plaies ouvertes. Malgré le drame, Jean-Louis Trintignant veut continuer à jouer. 2 jours seulement après le décès de Pauline, il est à nouveau devant la caméra de Bernardo Bertolucci. Il reste alors plus de 2 mois de tournage. C'était difficile de toute façon.
mais ça l'aidait d'une certaine façon. Vous savez, ça aide de travailler quand on va mal. Il y a que ça qui aide quand on va mal, le travail. Le reste. Les journées sont longues. Et le réalisateur ne ménage pas son acteur principal. Ben, il s'est servi de son désarroi, mais je le comprends. J'aurais fait pareil. Quand quelqu'un va mal, il est encore meilleur. Jean-Louis Trintignant termine le film et à son retour à Paris, il s'isole chez lui avec son épouse. Il m'a dit ou on se suicide, ou si on décide de vivre, on essaie de vivre le moins mal possible et après ça, le mieux possible. On partageait le même malheur ensemble. Et je lui en suis reconnaissante, parce que couler toute seule, ça aurait été beaucoup plus dur. On a arrêté de travailler tous les deux pendant, je sais pas, 1 an et demi. Ils avaient pitié l'un de l'autre, de leur douleur. C'était difficile, quoi, pour eux. Même le couple, hein, on a souffert. Le drame de la perte de leur enfant va les plonger dans une longue phase sombre. Franchement, on s'est drogués à ce moment-là parce que ça nous aidait. Et Simone Signoret, oui, me dit mais enfin, tu te rends compte que la drogue, ce sont des paradis artificiels? Et j'ai répondu, entre un vrai cauchemar et un paradis artificiel, toi, tu choisis quoi? Et elle m'a dit, oh, t'es insupportable. Au cours de cette période de dépression, Jean-Louis Trintignant reçoit des scénarios. Mais rien ne retient son attention. Son échappatoire, c'est l'amour des mots qui l'anime depuis son enfance. Il passe donc de longues heures à enregistrer les textes de ses auteurs préférés, comme ce poème de Baudelaire. Moi, j'ai la lèvre humide, et je sais la science de perdre au fond d'un lit l'antique conscience. Je sèche tous les pleurs sur mes seins triomphants et fais rire les vieux du rire des enfants. Je remplace pour qui me voit nu et sans voile la lune, le soleil, le ciel et les étoiles. Les beaux mots, les beaux poèmes, la beauté, c'est la chose qui peut aider quand on est malheureux. Je m'enferme parce que j'ai besoin de cette solitude. Je reste comme ça, enfermé pendant 2 jours, 1 nuit. Je reste enfermé avec mon magnétophone et des textes. Je ne réponds pas au téléphone, je ne fais rien. C'est comme si c'était un temps mort dans ma vie. C'est comme si j'étais malade pendant 2 jours, je suis malade. Le couple finit par revenir à la vie, notamment pour leur première fille, Marie. Évidemment, ils ont tout reporté sur Marie à ce moment-là. Ils étaient autour d'elle et puis ils avaient peur pour elle. C'est une inquiétude viscérale, normale, quoi. C'était l'enfant gâté, l'enfant choyé, l'enfant adoré. En 1973, à la demande de sa mère, Marie accepte de tourner un petit rôle aux côtés de son père. Bon, allez, tout le monde en place. Tu vois? Mais non, tu le mets dans le plan. Jean-Louis lui a dit, ne me demande pas la lune parce que ça, je ne pourrais pas te la donner. Donc, il était prêt à donner tout, quoi. Qu'est-ce qu'elle est douée? Elle est étonnante. C'est prodigieux, j'ai jamais vu ça. Je devrais pas le dire, mais c'est étonnant, c'est vraiment incroyable. Il a toujours été un père très présent, merveilleux, 10 000 fois trop indulgent. Mais bon, c'est plutôt mieux que le contraire. Le lien avec Marie et la naissance de Vincent, leur 3e enfant, ne suffiront pas à calmer les tensions que traverse le couple Trintignant. La fidélité réclamée par Nadine se conjugue mal avec le désir de liberté de son mari. Jean-Louis, quand même, il avait la plus belle femme du monde dans ses bras, sur les tournages, quoi. Nadine a été jalouse. Elle en a souffert, oui, bien sûr. C'était un séducteur. Faut dire qu'il était séduisant, hein. Jean-Louis ne voit pas que son épouse est en train de lui échapper. Nadine est tombée amoureuse de son ancien assistant réalisateur.
Il s'appelle Alain Corneau. Je vais à Alain pour vivre avec lui. Je pars avec les enfants. Jean-Louis était au courant. Non, je ne me suis pas barrée en laissant un mot pardon. Jean-Louis n'imaginait pas une seconde que Nadine pourrait un jour le quitter. Je pense que pour lui, lui avait choisi Nadine plusieurs fois dans sa vie et il devait être sûr que Nadine le choisirait lui toujours aussi. Cette séparation, l'acteur la vit comme un drame. Avec Nadine, il a tout partagé, l'ascension de sa carrière au cinéma, la joie de devenir père et la douleur de perdre un enfant. Sans celle avec qui il a tout vécu depuis 18 ans, il apparaît perdu. Jean-Louis Trintignant a besoin d'oublier un temps le cinéma. Il revendique un autre chemin. Je le cite, « Il faut faire attention au confort dans la vie, j'aime tout casser et recommencer à zéro ». Il va dès lors investir une autre de ses passions. Depuis l'enfance, Jean-Louis Trintignant est féru de voitures et de vitesse. Son oncle, Maurice, champion de Formule 1, n'y est pas pour rien. C'était quelqu'un, Maurice Trintignant, il a bien réussi. Donc il pouvait être fier de son oncle, hein. Et il l'a été. Hein. Jean-Louis a été très influencé par son oncle. Et je crois qu'il a inconsciemment toujours voulu vivre ce qu'il avait vécu. Il y a quelque chose d'assez magique dans le sport automobile, c'est qu'on vous dit 5, 4, 3, 2, 1, 0, vous partez et au bout d'un certain temps, vous savez si vous êtes bon ou pas bon. C'est pas le cas dans le cinéma et je crois qu'il aimait ce côté tiens, je vais voir si je suis bon ou pas bon. Et pour savoir ce qu'il vaut réellement, le comédien va s'engager dans des courses amateurs. Derrière le Pescar pour tous ses concurrents. Au printemps 1977, Jean-Louis Trintignant s'élance au volant de sa Simca 1000 Rallye sur le circuit de Nogaro, dans le Gers. Et il se donne à fond. C'est pas un mec qui s'économise, quoi. C'est un gars qui est passionné, qui vit sa passion. Ce jour-là, il remporte la course sous les yeux fiers de son oncle. En prenant de l'assurance, il décide même de passer à un niveau supérieur. Il intègre une écurie professionnelle avec laquelle il dispute le championnat de France des rallyes aux côtés du pilote René Medge. Jean-Louis était très attentionné et me posant énormément de questions. Et il avait un petit peu peur quand même de... Ce qui l'inquiétait un peu, c'est d'être à la hauteur. En sport auto, on peut se tuer vraiment physiquement si on fait une erreur. Donc, je comprends assez bien que ça l'ait motivé, que ça l'ait même excité, quelque part. Pour tout pilote, le défi ultime, ce sont les 24 heures du Mans. Une course mythique déjà remportée par son oncle. Ce 14 juin 1981, Jean-Louis Trintignant fait partie de l'une des équipes alignées au départ, non sans une certaine appréhension. La voiture qu'on avait au Mans marchait à 350 à l'heure, et à mon avis, il n'avait jamais conduit de voiture de cette puissance, et surtout dans cette ambiance du Mans qui est tout à fait particulière. Jean-Louis, ça sera presque la première fois que vous conduisez une voiture aussi rapide et sous la pluie. Alors, vous n'avez pas un petit peu peur? J'adore la pluie. Vraiment, en course de production, je marche mieux quand il pleut. Et là, j'avoue qu'avec ces voitures et les vitesses qu'on atteint, c'est certainement plus délicat. Mais enfin, c'est quand même beau. De toute façon, je suis content. Au Mans, on a peur pendant la course, souvent. On sait très bien que c'est une loterie. Et on sait très bien qu'on peut très bien le tour après ne plus être là. Comme prévu, la course est lancée sous la pluie, à 16 h. Les trois coéquipiers se relaient et la nuit se passe sans encombre. Leur voiture pointe même à la 6e place du classement. Le dimanche 15 juin, à 9 h du matin, le comédien reprend le volant. Il fait un tour et on le voit passer à peu près normalement. Il continue, il fait toute la montée, il passe devant les tribunes et il attaque la ligne droite des Hunaudières.
Et là, tout d'un coup, on l'entend à 340, 350 à l'heure. Le pneu arrière éclate et il part en toupie complet. Il tape dans les rails de tous les côtés. Tous les pilotes savent que si jamais on déchappe dans la ligne droite, surtout à l'époque, on était mort, quoi, ou presque. Et puis la voiture s'arrête et il restait plus de carrosserie. Enfin, il a tapé très fort. Tout le monde, pendant 2 secondes, se demande ce qui se passe. On pense toujours, pourvu qu'il ait rien, voilà. On pense à ça. Sa fille était là. Elle était dans le stand, elle était blottie, là. Et bon. Donc, je veux dire, c'est la seule chose qui nous préoccupe sur le moment. Hein. Par miracle, Jean-Louis Trintignant sort indemne de ce grave accident. Après avoir repris ses esprits, il ramène lui-même la voiture accidentée au stand. Il me l'a dit, je me suis vu, c'était la fin, quoi. Et il a eu sa ration, il a eu très peur, très peur. Il s'est rendu compte qu'on ne s'invente pas du jour au lendemain, même s'il avait du talent, pilote de course, que c'est très difficile, et voilà, il a été au bout de ce qu'il pouvait faire. D'ailleurs, il m'a dit, c'est fini. J'ai senti qu'il était très malheureux, et j'étais malheureux pour lui, quoi. Je veux dire, pour lui, c'était quelque chose dont il attendait beaucoup. Le comédien ne roulera plus jamais sur le circuit du Mans. 2, 1, partez! Il se concentre sur des courses moins rapides. C'est d'ailleurs au cours de l'une d'elles qu'il a fait la connaissance d'une jeune pilote. Elle s'appelle Marianne Hopfner. Vu tomber red dingue d'elle, cette jolie fille qui conduisait des bagnoles à 300 km/h, ça a dû l'exciter complètement. Alors, il m'a raconté une anecdote, moi, qui m'a beaucoup plu. J'ai gagné une course devant elle, ça, c'était assez formidable. Il y a des salauds qui disaient qu'elle m'avait laissé passer. Pas du tout, je l'avais battue à la régulière. Et il était très content de ça. Ce plaisir partagé du sport automobile a fait naître une relation sentimentale et donné un nouveau point d'ancrage au comédien. Marianne, elle est plus, je vais pas dire que les gens dans le cinéma sont pas dans la vraie vie, mais il y a un truc où c'est vrai que Marianne, elle vient pas du tout de ce milieu. C'est vraiment pas une mondaine, Marianne. Elle est en dehors de ça, complètement en dehors de ça. C'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un qui est très proche de la terre. Elle a à ce niveau-là des racines communes avec Jean-Louis et ça lui a certainement plu. Ce sont justement ces racines communes qui poussent le couple à s'installer à la campagne en 1982, du côté d'Uzès. Un retour aux sources pour l'acteur, qui a passé toute son enfance dans ce département du Gard. Paris, je crois qu'à un moment donné, ça l'a gonflé et qu'il est parti parce qu'il avait besoin de se rapprocher de la nature, de lui-même. Peut-être qu'il a en lui le retour d'Ulysse. Vous savez, Ulysse qui fait le tour du monde mais qui revient vivre entre ses parents. Quand il est venu ici, ça correspondait à un désir de son âge, c'est-à-dire un bonhomme de 50 ans qui a envie, encore une fois, de se poser. Je lui dis, mais Jean-Louis, qu'est-ce que tu vas faire l'hiver? Il me dit, mais je vais regarder les arbres. C'est une boutade. Mais il ne s'ennuie pas à la campagne. Quel âge vous avez? 88. 88? Mais c'est formidable. Ce sont les 88 premiers qui sont les plus durs, il paraît. Les autres, ça passe bien. Oui. C'est égal, oui. Alors vous avez le poste quand même? Oui, le transistor. Ah, le transistor. Oui, le petit tour. Et là-dedans, ils font pas de grimaces dans le transistor? Non, pas là-dedans, non. Non. Il y a des jolies chansons. Ah ouais? Mais quand il y a le loup-garou, là, je le permets. Nougaro? Oui. Vous aimez pas? Ses amis d'ici, ça peut être des restaurateurs, ça peut être des vignerons, ça peut être des garagistes, ça peut être toutes sortes de gens qui lui amènent un intérêt ou une précision sur les domaines qu'il affectionne, quoi, voilà. Il joue pas le paysan ou il joue pas la personne qui est retournée à la terre, il est de cet endroit-là. Qui vous aimez bien comme chanteur? Oh, et... Tino Rossi? Tino, quand... Ah, Tino, oui. Oh. Mais il chante, Il chante encore, hein? Ah ouais, ouais. Mais il y a le fils, je pense, qui chante. Ah oui, mais c'est moins bien, hein? Oui, enfin, il se défend. Cette installation dans le Sud ne signifie pas un abandon du cinéma. Pourtant,
il éprouve moins de plaisir à jouer. Il dit que c'est un métier où il faut attendre, toujours attendre. On passe beaucoup de temps pour pas grand-chose, quoi. Voilà. Et ça l'agaçait beaucoup, je crois. Il trouve que le cinéma, ça démembre pas mal les gens. On se retrouve dans des villas énormes, avec des voitures énormes, ou à l'autre bout du monde, ou dans un building, ou c'est une machine à fric, c'est pas du tout... Il n'y a pas de profondeur, on cherche à vendre une pellicule. Cette lassitude, le comédien va l'exprimer au cours d'un grand festival de cinéma. En septembre 1987, il défend un film en compétition à la Mostra de Venise. Et il ne cache plus ses états d'âme. Ce film m'a donné envie de changer un peu, je sais pas, d'essayer quelque chose de nouveau, peut-être de rompre quelque temps avec le cinéma. Cinéma, une retraite annoncée à la Mostra de Venise. Jean-Louis Trintignant décide de s'éloigner des plateaux. L'acteur l'a annoncé lui-même en Italie. Jean-Louis Trintignant aura tourné 93 films. Il présentait hier son dernier... Il était rentré de Venise et il était très fier. Il disait j'ai dit que j'arrêtais le cinéma. Voilà. Et je dis mais tu es sûr de ce que tu as dit, de ce que tu as... Il me dit oui, je suis sûr, je veux arrêter le cinéma. Mais il le dit toujours avec son air un peu distant, décontracté, tout ce qui fait que on le croit pas vraiment. Combien de fois il a dit que le cinéma il arrêtait? Je crois qu'à chaque fois qu'il venait à la maison voir son oncle, il disait ça y est, j'arrête le cinéma. Chaque fois. On lui propose pas mal de scénarios et il devient exigeant, c'est-à-dire il dit ça me plaît de le faire, je le fais, ou ça me plaît pas. Il faut qu'il ait vraiment une motivation pour sortir de sa retraite, c'est pas sa retraite, mais de son cadre quotidien qu'il aime beaucoup et de son univers. Dès qu'un tournage prend fin, Jean-Louis retourne sur ses terres du Midi, où il cultive un autre centre d'intérêt, la vigne. En 1996, l'acteur, qui est aussi petit-fils de vigneron, ne veut plus se cantonner aux dégustations. J'ai trouvé une propriété à acheter. J'ai dit à Jean-Louis, est-ce que tu veux en acheter la moitié avec moi? Et il a dit OK. Et de là est partie l'idée de faire effectivement un domaine. Il voulait son vin qui corresponde à sa région et à son goût. La vraie vie pour lui, c'est ça plus que le cinéma qui est un truc plus éphémère, quoi. Une vigne ou un olivier, ça va dans le temps. Il se faisait quand même un peu de soucis. Il m'a dit, écoute, si le vin il n'est pas comme on pense, s'il ne correspond pas à ce qu'on veut, moi je préfère qu'on ne le sorte pas avec mon nom dessus et tout ça. Donc il était quand même un petit peu inquiet de ce que ça allait donner, ce qui était tout à fait normal, hein. Moi j'étais encore plus inquiet que lui. On s'est bien appliqué. C'était pas encore un grand vin, mais on a fait un bon vin, ce qui fait qu'il a été très vite rassuré. Souvent, il se présente, il dit Jean-Louis Trintignant, vigneron, et puis après, il dit un peu acteur, mais voilà, il aime bien inverser les choses. Ça fait rire, bien sûr. Tandis que Jean-Louis Trintignant goûte à une forme de retraite à plus de 65 ans dans le sud de la France, il assume l'idée d'être plus rare sur les plateaux de cinéma. De son côté, sa fille Marie, elle, multiplie les rôles et se fait un prénom dans le métier. Un père et une fille qui, malgré l'éloignement géographique, entretiennent tous les deux un dialogue complice. De toi, depuis longtemps, je n'ai pas de nouvelles. Mais quels doux souvenirs sont ceux où tu te mêles. Lou, mon amour lointain et ma divinité, souffre que ton dévot adore ta beauté. Le goût de la poésie, Jean-Louis Trintignant l'a transmis à sa fille Marie, dès son plus jeune âge. Par-delà les années, le plaisir des mots est resté leur trait d'union. Ils avaient cette correspondance. Ils ne s'appelaient pas beaucoup, ils ne s'appelaient pas très peu, même très très peu. Mais en revanche, ils s'envoyaient des cassettes de poésie. Voilà, c'était des déclarations d'amour comme ça, très belles, très très belles. Je sens le parfum de rose, rose très douce et lointaine, qui te précède et te suit,
ma Rose. Cette correspondance poétique suggère l'idée d'une adaptation qui les réunirait pour la première fois sur scène. Ils ont commencé à en parler à un dîner, puis ils parlaient de pourquoi pas faire une lecture à deux. Ça part toujours d'une chose très simple comme ça. Puis, comme elle avait une maison ici, après ils se sont retrouvés pour répéter le spectacle, Poème à loup. Mon très cher petit loup, Mon très cher petit loup, je t'aime. Ma chère petite étoile palpitante, ma chère étoile petite, je t'aime. palpitante, je t'aime. Corps délicieusement élastique, je t'aime. Corps délicieusement élastique, je t'aime. C'est vachement bien. Il est bon, hein, Tu peux faire encore mieux, mais c'est bien. Il faut que tu prennes encore plus de temps, mais c'est vachement bien. Jean-Louis et Marie ont choisi d'interpréter les poèmes à loup, des lettres d'amour de Guillaume Apollinaire envoyées à sa muse, Louise de Coligny, alors qu'il était mobilisé pendant la Première Guerre mondiale. Pour le père et la fille, éloignés par des années de cinéma, la préparation de ce spectacle est aussi une façon de se rapprocher. C'est comme deux oiseaux sur un fil. Dès qu'il y a un bruit, ils s'en vont, mais ils se retrouvent toujours. Il y a toujours un endroit où ils se retrouvent. Pendant plusieurs semaines, le duo répète et porte un regard sur les moindres détails. Il faudrait, presque en règle générale, se dire que la lumière, quand on regarde ces loups... Je fais les poèmes à loup parce que ça me plaît énormément, parce que c'est avec Marie, que c'est un bonheur de la voir tous les jours, de travailler avec elle, de lui parler. C'est un vrai plaisir de finir une phrase qui commence ou inversement, parce que je connais son rythme sanguin et que sans me bouleverser, je peux continuer dans le même rythme qu'est le mien aussi. Je voudrais être jeune pour que tu m'aimes. Je voudrais que la guerre recommence pour que tu m'aimes. L'effet qu'on voulait... Jean-Louis a attendu que Marie soit vraiment une vraie comédienne avant de jouer avec elle. Elle a beaucoup travaillé avant de jouer avec son père. Et je lui ai dit, tu aurais pu le faire plus tôt, ça l'aurait aidé quand elle a démarré. Et il m'a dit, non, jamais je n'aiderai mes enfants dans le métier, jamais. C'est ce qui fait qu'il est très proche de Marie, qu'il est très fier d'elle. C'est qu'il ne l'a pas aidée à être actrice. Quelques semaines plus tard, Jean-Louis et Marie Trintignant se retrouvent face au public, au théâtre de l'Atelier à Paris. Oreilles ourlées comme des petits bijoux mexicains. Je vous aime. Chevelure trempée dans le sang des amours. Je t'aime. Vraiment, on avait l'impression que c'était des poèmes qui avaient été écrits pour eux. Parce qu'il y avait une telle intensité dans leur relation, ils avaient un tel bonheur à jouer ensemble que on ne pouvait qu'être conquis. Ils ont toujours été très complices. Donc c'est vrai de se retrouver sur scène, d'un coup, ça, voilà, ils n'avaient pas besoin, je pense, de beaucoup se parler, de beaucoup, un regard suffisait à savoir ce qui allait ou ce qui allait pas. Pour être par toi seul. Je voudrais que tu sois un obus boche pour me tuer d'un soudain amour. Il l'aimait vraiment en tant que femme, quoi. Il la trouvait merveilleuse. Elle le dépassait même sur plein de choses. Elle l'entraînait vraiment dans ce qu'elle était, elle. Elle était un peu comme Jean-Louis, hein. Elle avait un petit peu son caractère. C'était quelqu'un aussi d'assez secret, de difficile. Deux anguilles, hein, tous les deux. Jean-Louis, il était un peu agacé de temps en temps parce qu'elle n'avait pas le même rythme, elle n'arrivait pas au théâtre en même temps que lui. Et voilà, ils ont eu peut-être quelques petites frictions à ce moment-là, mais c'était pas grave. Elle avait un regard très tendre sur son père et très taquin. Ils avaient vraiment un rapport très, très joueur. C'est peut-être le moment où je l'ai vu le plus épanoui, Jean-Louis. Il faisait ce qu'il aimait, c'est-à-dire du théâtre. Il disait des poèmes qu'il aimait, et en plus avec la personne qu'il aimait le plus au monde, sûrement. Donc c'était le bonheur absolu. À l'issue des nombreuses représentations,
le père et sa fille poursuivent cette expérience de jeu à deux. Suivront une pièce, un film et la reprise des poèmes à Lou au printemps 2003. Mais quelques mois plus tard, au cœur de l'été, le comédien reçoit un appel paniqué de son fils Vincent. En marge du tournage d'un téléfilm à Vilnius, en Lituanie, un drame est arrivé à Marie. Après une violente dispute avec son compagnon Bertrand Cantat, la comédienne se trouve entre la vie et la mort. Jean-Louis Trintignant se rend aussitôt sur place, avant que la nouvelle ne soit médiatisée. C'est au chevet de sa fille qu'il prend conscience de la gravité de son état. C'était clair pour lui que c'était foutu. Il me l'a dit, il m'a dit c'est foutu. Et moi, je ne pouvais pas le croire. Je ne pouvais pas le croire. Je me suis dit, ouais, non, mais il est pessimiste, c'est pas possible. Il voit noir, il voit tout en noir. Enfin, on ne pouvait pas imaginer, quoi. Après une opération de la dernière chance sur place, l'actrice est rapatriée en France, dans une clinique de Neuilly-sur-Seine, sans espoir. Madame Marie Trintignant est décédée ce matin à 10h20 des suites d'un œdème cérébral, et ce malgré la réanimation poursuivie depuis son arrivée à la clinique Hartmann. Je vous remercie. Marie Trintignant, mère de 4 enfants, avait 41 ans. C'est la deuxième fille que perd l'acteur, après la mort de Pauline, en 1969. Vous savez, de vivre ça 2 fois, ça doit être insoutenable. Déjà, une fois, c'est insoutenable, mais en 2 fois, c'est trop. Détruit, il était détruit. Complètement. C'est la fin du monde. Je crois que c'est la fin du monde. Je crois qu'il perd ce qu'il aime le plus au monde. Et que le monde ne sera plus jamais le même. Voilà. Et que quelque chose en lui meurt à ce moment-là. Le 6 août 2003, les obsèques de Marie Trintignant ont lieu au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Tous vêtus de blanc, ses proches, des personnalités du monde du spectacle et une foule d'anonymes lui rendent un dernier hommage. Ce jour-là, son père trouve la force de prendre la parole. Ne pleure pas celle que tu as perdue. Au contraire, réjouis-toi de l'avoir connue. C'était tellement vrai. C'était beau de dire ça. Je me souviens de cette phrase et je me la répète assez régulièrement. Il fait la plus belle des choses, c'est qu'il hisse sa fille, encore une fois, au niveau de la poésie. Ça s'appelle l'élégance, voilà. Il n'est pas dans la vengeance, il est dans le pardon, il est encore plus grand que d'habitude. J'ai compris à ce moment-là que c'était une montagne de courage. Dans les mois qui ont suivi, il a fermé la coquille et voilà, c'est tout. Pas de commentaires. On n'en parlait pas assez peu parce que la douleur est tellement grosse en fait que je pense qu'en reparler à chaque fois, redéclencher une douleur, peut-être qu'on essayait d'atténuer. Et encore aujourd'hui, la douleur est là, est énorme. Il a passé 7 mois dans un fauteuil, à regarder le ciel. On pensait qu'il ne se relèverait jamais de ça et qu'il irait jusqu'au suicide. D'ailleurs, lui-même en a fait très très souvent allusion. Reclus, chez lui,
Jean-Louis Trintignant ne se rendra pas au procès du chanteur Bertrand Cantat, en Lituanie. Il était complètement perdu et plusieurs personnes, dont moi, lui ont dit va pas là, quoi, va pas là. Il n'a pas envie de le voir parce que le procès ne le ramènera pas, parce qu'il n'a pas envie d'entendre ce qui s'est passé. Il n'a pas du tout envie d'entendre ça, quoi. En mars 2004, Bertrand Cantat est condamné à 8 ans de prison pour avoir causé la mort de Marie Trintignant. Jean-Louis ne réagit pas publiquement. Il s'est replongé dans ses recueils de poésie, comme après la disparition de sa première fille, 35 ans plus tôt. Quand on a l'intelligence et l'instinct de Jean-Louis, et aussi la force, parce que c'est un homme qui est fort, on ne peut pas rester à se liquéfier dans un fauteuil. Tout d'un coup, il dit, allez, il faut rejouer. C'était la seule façon de se sauver. De se sauver, voilà. Que faire d'autre? Que faire d'autre quand on est comédien? Quand on a un tel drame qui vous tombe dessus? Ce retour au théâtre est aussi une manière de prolonger ce dialogue avec Marie. 9 mois seulement après sa mort, il reprend les poèmes d'Apollinaire qu'ils lisaient tous les deux. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Pour clore la représentation, le comédien a souhaité que Marie l'accompagne à nouveau sur scène, que sa voix se mêle à la sienne. C'est l'heure de la mort et du dernier serment. Celui qui doit périr comme meurent les roses. C'est un petit soldat, mon frère, mon amant. Mon amant. Je n'ai jamais perçu un tel silence dans une salle de théâtre. C'était très, très émouvant, ça. Les gens, ils aiment Jean-Louis, ils aiment l'acteur, mais ils aiment l'homme aussi. Ils comprennent ce qu'il a vécu. Et les gens, ils sont vraiment venus avec un amour pour Jean-Louis, à lui donner, et ça se sentait. C'était vraiment une soirée vibrante, quoi. Il m'est arrivé la pire des choses qui puissent m'arriver, donc maintenant tout ce qui m'arrive, ben, c'est pas grave. Je m'étais dit, même si c'est raté, même si ça marche pas, même si personne ne vient, même si les gens n'aiment pas, c'est pas... Qu'est-ce que c'est par rapport à la mort d'une personne, à la mort de la personne que j'aime le plus au monde? Rien n'est grave, quoi. Je pouvais rester 3 heures ou 4 heures les yeux dans le vague à ne rien faire. Au moins là... de jouer, de travailler au théâtre, ça me passionne. Bon, et j'arrive à me passionner pour autre chose. Six ans après cette expérience théâtrale, c'est le cinéma qui se rappelle à lui. Un matin de l'hiver 2010, sous les platanes de la place aux Herbes à Uzès, l'acteur rencontre une productrice qui possède une maison dans la région. Elle a un projet pour lui, le scénario du film Amour, imaginé par le réalisateur autrichien Michael Haneke. Amour était écrit par Haneke pour Jean-Louis Trintignant et il était clair depuis le début. Ça ne pouvait être joué, le rôle principal masculin ne pouvait être joué que par Jean-Louis. Seulement, depuis près de 15 ans, l'acteur refuse tout premier rôle. Et ce personnage d'un octogénaire soignant sa femme handicapée ne lui donne pas envie de retrouver le chemin des plateaux. Il m'a dit, la première réaction, c'est très très bien. Vous êtes très courageux parce que c'est un film qui n'aura pas de spectateurs, c'est vraiment trop triste. Mais c'est bien d'être courageux. Mais vous savez, je ne veux plus faire de ciné.
Il y a dans ce refus en premier temps de dire non, à mon avis, la timidité et l'angoisse de ne pas y arriver. Et il a toujours ce truc-là de dire mais vous êtes sûr, mais il y a beaucoup mieux, il y a des acteurs beaucoup mieux que moi et tout ça. J'insiste, et c'est là où il me parle de son, comment dire, sa déprime. Il m'a parlé de ses idées suicidaires et tout ça. Donc j'ai dit, mais c'est pas grave, vous pouvez toujours vous suicider après le film. Mais si vous le faites pas, vous allez rester comme ça, pas bien, quoi. Et il m'a rappelé le lendemain pour me dire, j'ai réfléchi, je crois que vous avez raison. Si je fais pas le film, j'irai pas mieux. Jean-Louis Trintignant n'est bien sûr plus le jeune acteur qui courait sur la plage de Deauville. À 80 ans, il va donc se préparer, s'entraîner comme un sportif qui reprend la compétition. La remise en forme physique a aussi aidé l'esprit à repartir. C'est vraiment un petit peu comme relancer une machine. Pour faciliter la mémorisation des dialogues du film, l'acteur répète avec son assistant qui a enregistré tous les textes. Je le branchais sur la chaîne IFI et on le mettait en boucle toute la journée. Et Jean-Louis l'apprenait comme ça. C'est bon, je suis là. Tout va bien. On va... Attends, je vais te raconter une histoire. Il fallait dire tout le texte d'une façon monocorde pour évidemment que Jean-Louis ne s'habitue pas à une musique qui serait la mienne et pas la sienne. Action. En février 2011, Jean-Louis Trintignant est enfin devant la caméra de Michael Haneke. Oui. Qui est-ce? Coupé! C'est un peu trop... Ouais, trop lisse. C'était un peu trop lisse. J'essaie encore une fois. Haneke, il est exigeant, il demande beaucoup, il est très perfectionniste, il demande beaucoup de choses. C'est un tournage à la fois difficile et en même temps fort, puissant, merveilleux, de la rencontre de deux hommes. Il y avait une osmose parfaite, il admirait la maîtrise de Haneke, la maîtrise absolue pour l'écriture du scénario et pour la mise en scène. Une admiration partagée avec l'actrice Emmanuelle Riva, sa partenaire à l'écran. Anne, je t'en prie. C'est absurde, on ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Oui, aussi, lui, il peut déjà, quand il dit ce truc, c'est absurde, il peut aussi recommencer un peu s'énerver, parce qu'elle est tellement têtue de vouloir pas comprendre que mais c'est absurde. Anne, c'est absurde, je t'en prie. Je t'en prie, c'est absurde. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Il allait très bien pendant le tournage. J'avais raison. Le travail guérit toute déprime. Contrairement aux prévisions de Jean-Louis Trintignant, Amour connaît déjà un premier succès. Une sélection au Festival de Cannes, où l'acteur accepte de se rendre pour la présentation du film. Comme toujours, il n'était pas tellement heureux d'y aller, mais une fois qu'il était là, qu'il s'est retrouvé dans ce bain, c'est un sentiment d'être, comme il dit, vivant. C'est l'unique fois où j'ai vu Jean-Louis heureux d'un succès. Sinon, il était heureux d'avoir bien fait son métier, mais le succès, il s'en foutait. Et dans Amour, ce succès lui a vraiment fait un bien fou. Il est incroyablement populaire. Il est tellement connu, tellement aimé, tellement admiré par des gens qui lui souriaient, qui essayaient de le toucher. C'était extraordinaire. Une semaine plus tard, le soir de la cérémonie de clôture, l'équipe du film est au complet, prévenue par les organisateurs qu'ils recevront un prix. Est-ce qu'il a gagné un prix d'interprétation? Est-ce que c'est le prix du jury? Qu'est-ce que c'est que le scénario? Accompagné par sa femme Marianne, Jean-Louis Trintignant va suivre les résultats en coulisses pour faciliter son entrée sur scène, le moment venu. Voilà 11 jours que les membres du jury se concertent et aujourd'hui, le président du jury
va révéler leur choix. Les premiers prix tombent, arrive le prix d'interprétation masculine, et puis il n'est pas pour lui. Et puis le prix du jury, et puis le prix du scénario, et puis le machin. On est un petit peu perdu, tout ça va vite. Monsieur le Président, qui a obtenu la Palme d'Or? Amour de Michael Haneke. « 46 ans après Un homme et une femme », Jean-Louis Trintignant est associé pour la deuxième fois de sa carrière à une Palme d'Or. Il rentre sur scène sur la pointe des pieds, quoi, en ayant peur de déranger. Il a toujours ce truc-là d'avoir peur de déranger. Merci, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Je voudrais dire un petit poème de Prévert, très court, très court. C'est « Et si on essayait d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple ». Merci. Par rapport à tout ce qu'il a vécu, de sortir une phrase telle que celle-là, je trouve que c'est extraordinaire. C'est devenu un grand sage, Jean-Louis, vraiment. Il a traversé les épreuves, il a transcendé le malheur, transcendé tout ça, c'est une leçon. C'est un vrai héros de la vie. Il sait faire face au malheur dans la vie aussi bien que devant une caméra. Il dit toujours que c'est son dernier, mais bon, enfin, moi je le crois pas, quoi. Personne ne le croit. Pour le moment, je crois dès qu'il trouvera de la poésie ou un sujet important, il continuera un petit peu. Voilà pour cette histoire, celle de Jean-Louis Trintignant, qui devait une nouvelle fois tourner la page du cinéma, mais c'est encore Michael Haneke qui a su le convaincre. Après Amour, le réalisateur lui a proposé de le diriger, et la réponse a été une nouvelle fois oui. À 86 ans, Jean-Louis Trintignant va également retrouver la scène. Le rendez-vous est pris, et il n'a qu'un seul objectif, partager un moment de poésie avec le public. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt et passez une très belle soirée.